Bonsoir. Bonsoir Damien. Bonsoir. On va arriver au terme de ce salon de la photo. C'est la dernière conférence et on est très heureux que ce soit avec toi. Merci. Donc Damien, tu es membre du collectif Les Oseurs et je pense que c'est mieux que ce soit toi qui te présente et qui présente Les Oseurs. Ouais, est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, donc Damien Bettinelli de Les Oseurs. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup me présenter. Je fais partie de l'équipe donc de l'équipe Les Oseurs. On est aujourd'hui une quinzaine de personnes à Paris. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être que je parle un peu plus des Oseurs. Les Oseurs, je ne sais pas si vous connaissez bien ou pas bien, ou ce que vous connaissez en premier lieu. Ça change un peu. À la base, on est connu comme étant un magazine et principalement un magazine papier. En tout cas, c'est ça qui, je pense, nous a fait connaître à partir de 2015. L'histoire des Oseurs est un peu plus ancienne, puisque c'est né comme un blog en 2012. Et puis petit à petit, la sauce a pris autour de cette ligne éditoriale qui nous caractérise, qui est de parler d'outdoor. Et quand je dis outdoor, c'est un peu toutes les activités qu'il peut y avoir autour de cette thématique de l'aventure. Et puis à côté, une exigence graphique, une exigence esthétique qui fait qu'on essaye de toujours publier un beau contenu, des histoires inspirantes. Donc là, c'est plutôt le volet éditorial. Et puis sur le magazine, un travail graphique qui est assez poussé et je pense que les lecteurs apprécient. Et du coup, on a un magazine que les gens aiment avoir dans leur salon. Et puis à côté de ça, il y a tout, on a développé pas mal de choses. Donc à partir du magazine, évidemment, il y a eu Instagram qui, je pense, nous a permis d'avoir une connexion directe et quotidienne avec notre audience. On a lancé un podcast qui s'appelle Les Baladeurs, que vous connaissez peut-être aussi, qui aujourd'hui a quasiment dépassé tout le reste de nos points de contact, entre guillemets, parce que je crois qu'on est à quasiment 4 millions d'écoutes. Donc c'est devenu un gros podcast et on en est assez fiers. Et puis j'oublie sans doute plein de choses. Il y a la newsletter, il y a une chaîne YouTube, on va en parler là puisque c'est tout nouveau. Et puis la dernière nouveauté, c'est TikTok qui s'est lancé il y a 48 heures, je crois. Donc voilà, c'est la grosse nouveauté chez Les Oseurs. J'espère que vous êtes sur TikTok. Moi, j'y suis pas. Mais un petit peu. Un petit peu. Est-ce qu'on lance une petite vidéo? Eh ben, on peut lancer. Sauf si tu veux présenter d'abord. Ouais, en 2 mots, ce dont on va parler là, c'est le Recto Verso Tour, donc qui est, et c'est le projet dont j'ai pas encore parlé, mais qui est donc lié à Recto Verso, qui est le gros projet qui nous a bien occupé l'année dernière. C'était à partir de septembre dernier, qui est donc une carte méthode pour aider les gens à partir à l'aventure. Et donc en 2 mots, si je dois revenir sur la genèse, Recto Verso, l'idée c'était de permettre aux gens après avoir passé des années à montrer des belles photos et raconter des belles histoires, donc avoir un peu travaillé tout ce volet inspiration. L'idée, c'était de dire, maintenant, on va aider les gens vraiment à partir et leur donner un volet action, un volet guide, mais on ne va pas le faire à leur place. On veut plutôt leur donner les outils pour le faire et construire eux-mêmes leur aventure. On maîtrisait très bien le papier. On n'avait pas envie d'aller sur un truc d'app, un truc digital. Le papier nous parlait bien. Et donc, on a lancé Recto Verso. Ça a bien fonctionné. Et Recto Verso Tour, c'est simplement la suite. C'est l'aventure Les Oseurs au prisme de Recto Verso. Et donc, c'était l'occasion de lancer la chaîne YouTube. Et donc, Recto Verso Tour, c'était 1 mois d'aventure en France pour montrer aux gens qu'il est possible de s'évader sans forcément avoir à prendre l'avion, sans forcément avoir à aller au bout du monde. Et pour autant, retrouver cette aventure et ces belles histoires à raconter. Et là, c'est le teaser, a priori, qu'on va regarder, qui devrait marcher. Ah, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Alors, on peut le décrire. Ça, c'est la boîte. Ça, c'est Recto Verso, voilà. Avec la méthode. Et toute la méthode, donc c'est 800 points d'intérêt. C'est dommage, c'était bien écrit. Il y a 800 points d'intérêt en France qu'on a regroupés et donc qui nous permettent d'aller un peu partout. Et l'idée, c'était aussi de montrer qu'il n'y avait pas que les Alpes ou que l'océan, mais qu'on pouvait vraiment aller partout en France. Évidemment, il y a certains territoires qui s'y prêtent un peu plus. Et donc, la volonté, c'était de se dire, en fait, on veut que les gens puissent s'en saisir, mais on veut aussi montrer ce qu'il est possible de faire. Et donc, on a choisi, il y avait 2 axes, et il y a toujours 2 axes, une partie rando et une partie vélo. Et donc, là, l'idée, c'était de se dire, on part 4 fois une semaine, ce qui veut dire 4 aventures, 2 en rando, 2 à vélo, plutôt à vélo gravel chez nous. Et puis comme ça, l'idée, c'est d'inciter un maximum de gens à faire la même chose. Donc, ça, c'était la vidéo de teaser qu'on a présenté, je crois que c'était quelques jours avant de partir, parce qu'on avait vraiment envie d'en faire un gros projet média
Et l'idée, c'était voilà, vraiment de se dire il faut qu'on le voit à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur le site et à la fois évidemment sur YouTube. En fait, surtout, rien qu'avec ce teaser-là, on comprend que l'aventure que vous allez écrire, on pourra nous aussi y participer, parce que souvent, on a l'impression que c'est inaccessible. C'est un peu comme les régimes miracles de fin d'été où on se dit là, c'est bon, c'est pour moi, mais au final, on le fait jamais. Ouais, là, quand on voit vos vidéos, et on vous en diffusera d'autres par la suite, vous rendez accessible quelque part l'aventure, et c'est un message quand même qui est super cool. Ouais, c'était un peu le but, c'est que bon, il y a plein de questions qui rentrent aussi en ligne de compte. Pendant très longtemps, on a parlé d'aventure au bout du monde, qui était, je pense, réservé vraiment à une minorité, soit qui avait le temps, le niveau, l'argent aussi. Mais je pense que ça parlait quand même à tout le monde, parce que tout le monde aime voir des beaux paysages, et ceux qui nous suivent, je pense, partagent ce goût pour le voyage et pour l'aventure. Et puis on sait que petit à petit, notre ligne éditoriale, elle se rapproche beaucoup de voyages en France, notamment et principalement pour des raisons écologiques, parce qu'on sait qu'en tant que média, on a une part de responsabilité aussi. Voilà, de moins en moins, voire plus du tout envie de prendre l'avion. Et donc le voyage en France, l'idée c'était un peu ce côté... il y a plein d'endroits, enfin il y a deux choses. D'une part, il y a plein d'endroits dans lesquels on peut aller en France, mais qui sont surfréquentés. Donc c'est pas là qu'on veut aller. Et d'autre part, il y a plein d'endroits en France qui sont méconnus et qui peuvent permettre de réorganiser ses vacances plutôt vers la France que vers un endroit hyper éloigné qui nécessiterait de prendre l'avion. Et pour ça, nous, la vraie problématique, c'était de dire est-ce qu'on arrivera quand même à raconter des belles histoires sans forcément avoir à aller en Islande, aux États-Unis, dans des coins qui font rêver rien que par leur nom. Et donc Recto Verso, c'était ça, et le Recto Verso Tour, c'était ça. On va pas trop loin, et pour autant on fait quelque chose où on se dit waouh, il y a une vraie belle histoire à raconter, et puisqu'on l'a fait, puisque c'est à côté, tout le monde peut le faire, quoi. C'est pas très cher, c'est pas très loin, et le niveau physique il est pas excessif, donc tout le monde peut le faire, quasiment tout. Je suis pas sûre. Du coup, pour montrer un peu l'environnement, direction la Bretagne, pour resituer un peu le voyage. On a du son là ou on espère, sinon on va. Sinon je vais devoir commenter. Je vais faire les voix des gens et tout ça. En fait, nous, c'est pour toi, pour te faire vivre une aventure, pour voir si tu peux être Nelson Montfort. Je le refais, je commence. On est bon. Allez. Peut-être là en 2 mots. Donc 4 aventures. On avait choisi donc 2 à vélo, 2 à rando. La première c'était et c'est celle qu'on va voir. Oui, la Bretagne. C'est la Bretagne. Enfin qu'on va voir. On va voir un petit bout parce que chaque vidéo dure une dizaine de minutes. Donc la première c'était celle qu'on a appelée la Transarmoricaine. Donc c'était la traversée à pied du parc national d'Armorique qui nous faisait partir du nord de la Bretagne pour aller jusqu'à Crozon. C'est la pointe du Finistère. Donc c'était un peu plus de 100 km à pied. La deuxième c'était l'Occitanie, la traversée de l'Occitanie. Donc là c'était 500 km à vélo entre Alès, à peu près un peu plus au nord d'Alès, jusqu'à Cahors. Donc plein de départements hyper sympas. Ensuite, on est allé dans les Écrins, et là, c'était un demi-tour des Écrins. Les Alpes. Dans les Alpes, cette fois-ci. C'est bien parce qu'en vous suivant, moi, j'ai révisé ma géographie. C'était sympa, merci. Et ensuite, on est allé dans les Vosges. Mais c'était une vraie problématique. Comment est-ce qu'on peut montrer qu'on peut aller partout et pas simplement dans les Alpes, ce qui est un peu la destination classique. Donc voilà, là, c'est la vidéo de Bretagne. On est parti. Ouais. Et comme ça va vous situer un peu pourquoi est-ce que Damien est là. Et... Voilà, petite musique d'ambiance. Donc là, on arrive sur le jour 5. Vous regarderez tout le reste de la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Mais on a déjà 100 km dans les jambes. Oui, parce que on l'a vu rapidement, mais c'est le jour 5. C'est le jour 5, ouais. Donc c'est pas le début de la vidéo. C'est pas de la brume. Il dit qu'il voit qu'on voit plus rien. Ouais, c'est ça. On voyait que c'était hyper loin et là c'est vraiment sur la pointe. Donc je pense qu'il nous reste 10 minutes de petite pluie tranquille et ensuite on verra si vous voyez ces images. Là les appareils... Ça c'est la Bretagne qu'on aime, quoi. L'important c'est avant tout de se faire plaisir. Accueillant la Bretagne, c'est ça qui n'est pas le prochain. C'est quoi comme appareil? XH2S. Et ça c'est tropicalisé là. Pour le
Recto Verso Tour, on est parti avec le tout nouveau boîtier de Fujifilm. Là, c'est le petit moment présentation produit, vous l'aurez reconnu. Tropicalisé, ce qui veut dire qu'il est résistant à la pluie et à la poussière. Plutôt pratique quand on part en aventure. Il est également hyper rapide à l'allumage et facile à prendre en main. Côté vidéo, il va jusqu'à 6,2K avec un capteur stabilisé sur 5 axes. Bref, le compagnon idéal. Bonne app, hein. On a passé un bon moment. Vraiment, c'est inspirant. C'est vrai que ça donne vraiment envie. Ça donne On te envie de remercie, visiter Damien. la France. Allez-y, hein, vraiment. On vous a épargné le moment des tics. Ouais, voilà, il s'est passé plein de choses. Il se passe plein de choses en Bretagne. Je pense qu'on est bon là, on est à la fin. Bon, c'est vraiment la fin de la vidéo. On a eu quelques jours de soleil, mais il se passe toujours des choses comme ça, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est parce qu'on va évidemment parler des boîtiers, de ce qu'on utilise en photo, en vidéo, et typiquement c'est des conditions qu'on croise tous les jours. Et Donc voilà. du coup, est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous entendiez pas très bien, sur la partie appareil? Pourquoi est-ce que pourquoi vous nous avez emmenés avec vous et pourquoi vous avez emporté le XH2 avec vous? Donc du coup, nous on collabore avec Fujifilm depuis très longtemps. On a beaucoup de questions, hein, sur le matos, comment on travaille et tout. Là, en plus, il y avait un vrai enjeu qui était de sortir des vidéos. Chose qu'on ne fait jamais, où d'habitude tout est fait au téléphone, tout ce qu'on filme, parce que en fait c'est pour les réseaux sociaux, donc ça suffit. Et là on voulait avoir quand même, on savait qu'on visait, hein, ce type de durée en vidéo. Et donc pour 10 minutes de vidéo, l'iPhone n'était pas suffisant, et en plus en termes de production, on savait que ça allait être quand même assez limitant, en termes d'image. Et pour autant, on ne pouvait pas passer de l'autre côté, c'est-à-dire avoir une vraie production avec des caméras, des pures caméras potentiellement qui nécessitent des manips qui sont longues, etc. Qui sont peut-être lourdes aussi. Qui sont peut-être lourdes. Là, on sait que quand on part comme ça, on est 4 personnes, et il n'y a qu'une personne qui filme. Il y a une autre personne qui prend des photos et 2 personnes qui se baladent, en gros, qui sont là pour profiter. Mais donc, on était obligé d'être très léger, et donc on travaille avec Fujifilm, peut-être qu'on va y revenir après, mais on travaille avec Fujifilm depuis quelques années, et il se trouve que quand on partait, donc c'était en juin, entre mi-juin et mi-juillet dernier, c'était pile au moment où sortait cet appareil, le XH2S, et il se trouve que on est très aligné en fait sur ce type de produit qui correspond à la fois à notre pratique et en même temps, je pense, à la pratique des gens qui nous suivent. Donc, pour résumer, c'est pas de la pratique studio, c'est de la pratique outdoor, et c'est pas non plus un niveau, comment dire, je vais pas dire professionnel, parce qu'il y a des pros qui l'utilisent. En revanche, on sait qu'on va pas aller chercher à faire de l'affichage sur Times Square. On va pas avoir besoin de moyens formats, par exemple, qui vont avec des résolutions incroyables. On va plutôt chercher la légèreté et en même temps une vraie qualité d'image, et un boîtier rapide, résistant, etc. Et c'est ce que fournit, et c'est comme ça qu'est positionné le XH2S. Donc ça fonctionnait très bien pour nous. Et du coup, tu me fais une transition toute trouvée sur la suite, sur cette histoire d'amour entre les Other et Fujifilm. Est-ce que tu peux revenir quand même sur ce parcours, parce que c'est pas un hasard, c'est pas juste tiens le boîtier est sorti, c'est qu'il y avait quand même déjà un lien qui s'était tissé entre la marque et les Other. Ouais, nous ça fait un moment qu'on bosse avec Fujifilm. Je pense que, alors je saurais pas dire l'année exacte, c'est peut-être 2018, quelque chose comme ça. Je regarde Christophe qui 2017 ou 2018, qui est là depuis le début. Je pense 2017 ou 2018. Donc ça fait un moment. On a commencé avec le XT20, ensuite le XT2, et là on a fait le jump sur le XH2S. Donc c'était une vraie actualisation. Et en fait, on avait déjà mené pas mal de projets. En fait, parce que c'est exactement ce que je viens de dire. On était déjà dans cette catégorie de photographes qui étaient, je dirais, semi-pro, donc qui cherchaient un boîtier performant sans chercher le moyen format incroyable qui permet de faire des campagnes de pub internationales. On n'est pas non plus dans cette catégorie-là. Et pour nous, retour en 2017-2018, il n'y avait pas tant d'hybrides sur le marché. Et nous, l'hybride fonctionne bien, puisqu'évidemment, c'est un boîtier qui est compact et qui permet de changer les focales. Donc pour nous, c'est hyper intéressant. Et puis, on cherchait quelque chose qui était hyper maniable pour aller vite, et tout en restant léger. Donc ça fonctionnait très bien. Le XT20 était hyper compact, d'ailleurs. Mais là, on a un peu upgradé le niveau. Nous-mêmes, on s'est perfectionné en photo, donc on a cherché des boîtiers plus performants, et donc on a accompagné, ou Fujifilm nous a accompagnés dans notre évolution et dans notre éducation aussi, depuis donc 4 ou 5 ans, quoi. C'est beau. Et revenons un peu, on reprend la route avec le Recto Verso Tour, avant de revenir sur une autre séquence de votre voyage quand même qui est assez incroyable, même si tu veux le rendre abordable, ça reste quand même un plaisir à suivre. Est-ce que tu peux nous parler du setup et avec quoi tu es parti? Tu es parti avec le boîtier, évidemment. Ouais. Alors setup, à chaque fois, c'est une vraie contrainte, parce que quand on part...
Alors en rando, c'est limite plus accessible. En Bretagne, c'est plat la Bretagne, hein, on va pas se mentir. Donc c'est quand même plus simple. En montagne, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui est vraiment plus compliqué, c'est quand on est à vélo, parce que là, à vélo, on n'a que quelques sacoches sur les vélos. Donc en termes de litrage, c'est vraiment très peu. Autant en rando, on peut partir avec un sac de 70 litres. C'est gros, mais c'est faisable. À vélo, on ne peut pas. Donc on est obligé d'être ultra limité. Donc chaque pièce compte. Et donc on va plutôt faire le choix de se limiter, quitte à louper des choses, quitte à ne pas tout avoir, plutôt que prévoir un sac photo, comme le ferait un photographe pro, je dirais, avec un matériel qui va être extensif et qui va lui permettre de savoir réagir dans toutes les situations. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on n'a rien. On a le boîtier. On avait ce boîtier en l'occurrence, et je pense, ça dépendait. On était 4 équipes, hein, donc qui ont varié. Donc on était 2 ou 3 photographes différents. Mais à chaque fois, on avait le boîtier, peut-être 2 voire 3 objectifs max, grand max. En tête encore les objectifs que tu avais? Ouais, il y avait de chez Fuji, il y avait le 16-55, donc un zoom et 2 focales fixes, un 35 pardon, et un 80 mm en gros. Et moi, je crois que j'avais même pas tout ça. Je sais quand on est parti à vélo, j'avais un objectif au cas où ça casse, mais sinon j'avais un ancien objectif, le 18-55, qui est de moins bonne facture, je le dis pas trop fort, mais mais qui déjà que j'avais moins peur de casser, et qui est très très léger, très petit. Et donc sur le vélo, c'était beaucoup plus simple. Et j'avais un flash Cobra. Là, tu prends mes questions, parce que justement, j'allais te demander, il y a quand même quelques contraintes en termes de lumière. Chaque paysage impose ses contraintes. Est-ce qu'en termes de lumière aussi et de contraintes de place, comment tu as abordé la chose? Je dirais qu'on fait avec les contraintes. Donc nous, c'est plutôt ça, c'est qu'en fait, on n'est pas... Il y a un point, je ne sais pas s'il y a des photographes pros dans la salle, mais on ne part pas avec un brief comme ça peut être le cas. Un photographe pro, il a un brief client, il doit ramener des visuels qui lui ont été imposés par le client. S'il ne les ramène pas, c'est un problème, et donc il est obligé de prévoir son matos en conséquence, parce que sinon, évidemment, il rate sa mission. Nous, on n'a pas vraiment de brief. Le seul brief, c'est le nôtre, et on doit raconter ce qu'on voit et ce qu'on vit. Donc s'il fait moche, ou que si les gens sont moches, en fait, ça fait partie du spectacle, et c'est pas très grave. Donc on n'a pas besoin d'éclairer la scène. Évidemment, c'est peut-être une frustration perso, parce que parfois, en Bretagne, quand il pleut toute la journée, ou même pas, quand il pleut, à la limite, c'est joli, mais parfois, il y a très peu de lumière, on est en forêt, c'est sombre, ça rend pas grand-chose. Ça peut être une frustration personnelle, mais on va pas chercher à travestir la scène, on va pas chercher à tout éclairer. On pourrait pas éclairer la Bretagne, ou même une scène. Donc on a un petit voudrait bien quand même. Ouais, il faudrait du matériel. Donc on est assez libre de ce côté-là, de ce point de vue-là. On n'a pas vraiment de pression. Et donc du coup, en termes de matériel, pareil, on n'a pas besoin de grand-chose. Et je dirais même que le parti pris, c'est plutôt de se dire, on a envie d'être mobile et de faire du chemin, et donc d'être léger, plus que d'avoir plein de matériel qui nous permettrait de faire les meilleures photos possibles, mais qui nous limiterait en termes sportifs, en fait. Parce que quand on a à faire 70 km à vélo par jour, ou 20 km de rando ou plus, en fait, sur plusieurs jours d'affilée, avoir trop de matériel, ça pèse, et c'est compliqué, quoi. Donc en fait, on raterait plus de choses à avoir trop de matériel. Et ça nous est déjà arrivé, d'ailleurs. C'est vrai? C'est déjà arrivé qu'on parte avec des photographes qui, en fait, soient dans une organisation où en fait ils partent avec des sacs qui sont énormes, et généralement quand tu as le matériel photo, tu as aussi tout le reste. Ça peut être un sac de couchage, ça peut être tout ce dont on a besoin, et en fait au bout d'une demi-journée, t'es rincé, quoi. T'en peux plus, t'as porté 15 kg de plus que les autres, et en fait tu peux plus faire ta mission, tu peux plus suivre les gens que tu dois prendre en photo, parce que t'en peux plus, tout simplement. Donc on préfère être plus restreint, avoir moins de choses, louper des choses, ou ne pas pouvoir tout faire parce qu'on a moins de matériel. Mais par contre, ce qu'on fait et ce qu'on peut faire, on le fait bien, et on est en capacité physique de le faire. Oui, c'est le physique qui va primer quand même. Ouais, le physique est important, parce que quand tu pars sur un jour, c'est faisable, mais la répétition des journées, 5 jours, quand il pleut, tu dors mal, etc. Avoir trop de matériel, c'est un frein, et c'est une charge, quoi. Donc on préfère être ultra léger, on n'a que ça en main. Et puis c'est un autre point d'ailleurs que je peux développer, mais on n'a pas le temps. En fait, on n'est pas à l'arrêt, on n'est pas dans un schéma de production au sens shooting. On est tout le temps en mouvement, donc en fait on shoot ce qu'on vit. Parce que là, j'allais y venir justement, parce que nous, on vous suit à travers l'un des 4 entre guillemets partenaires qui partent à l'aventure. Comment se construit un tournage? Comment, tout simplement, qui filme? Comment vous filmez? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu une journée type
de votre recto verso tour. Avant ou pendant? Les deux? Mais les deux. Un peu les deux. Ok. Pourquoi choisir? Avant, en fait, on a besoin d'une équipe. C'était un peu le truc là, dans le Recto Verso Tour, c'est qu'on avait 4 aventures qui devaient, et c'est un vrai, comment dire, c'est un vrai enjeu de production pour le coup, parce que 4 aventures qui se suivent d'une semaine sur l'autre, avec des équipes qui tournaient chaque semaine, avec 4 personnes, donc un photographe, un cadreur, et puis 2 autres personnes pour le social media et la production. Donc ça nécessitait une organisation et une organisation logistique aussi parce que simplement il fallait se faire passer le matériel d'une équipe à l'autre. Et donc typiquement quand on arrivait en train, il fallait qu'on soit pile à l'heure pour que l'autre train qui partait dans une autre région puisse récupérer le matériel avec les batteries chargées dans le train. Il récupère tout, les cartes. Il fallait 2 jeux de cartes SD évidemment pour qu'on puisse en décharger une partie pendant que les autres partaient. Et puis il y avait un enchaînement comme ça. Et donc sur place, une personne en charge des photos, une personne en charge de la vidéo. Comme je le disais, on part avec un setup qui est minimal, c'est-à-dire qu'on ne peut rien décharger, on ne peut rien backuper quand on est sur place. Donc il faut faire évidemment hyper attention et il y a un peu toujours ce risque, surtout qu'on n'enregistrait pas en double. Il est possible de le faire, je pense, sur le XH2S, mais on ne le faisait pas. Il aurait fallu. Donc il y a quand même un risque de perte d'informations ou même d'égarer une carte SD, ça peut arriver. Donc on est ultra restreint. Et puis ensuite, là, en l'occurrence, on part donc 5 jours et à chaque fois, heureusement, les nuits se faisaient dans des refuges ou dans des gîtes. Donc on avait de l'électricité, on pouvait recharger. Mais dans le cas contraire, et ça nous arrive, il faut partir avec les batteries en conséquence parce qu'on ne peut rien recharger, quoi. Ça arrive. Voilà. Après rien n'est joué, c'est que à un moment, typiquement c'est assez drôle quand même. Il y a des scènes. Je suis désolée, mais j'ai rigolé. Je me suis moquée. Ouais, c'est le but. Et en fait, comment vous le préparez? C'est qu'à un moment, vous sentez que vous allez arriver à un point compliqué dans le parcours et vous allez vous dire là, il y a matière. Là, il y a matière. Comment vous dites là, j'enclenche. Il faut filmer. En fait, on cherche. C'est vrai que s'il se passe rien, tout le monde s'ennuie, quoi. Et même on sait que dans la vidéo et dans ce qu'on va filmer, dans ce qu'on va photographier, il faut aller chercher l'aventure. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc ça peut pas être lisse. Et typiquement, c'est un peu ce qui est en Bretagne potentiellement. C'est plus simple de créer l'aventure dans les Alpes, dans les écrins, où là, il suffit d'allumer, c'est magnifique partout, à 360 degrés, tout est beau en fait. J'ai rien contre la Bretagne, mais je sais qu'il y a toujours des Bretons dans la salle, mais j'ai rien contre la Bretagne, mais c'est plus compliqué en termes d'image et même en termes d'aventure. Pour raconter un récit, c'est plus monotone. Et donc, évidemment, il fallait aller créer un peu des situations, des choses pour qu'on vive des choses. Alors, on a eu la chance de se faire attaquer par des tiques, entre guillemets. Notre cadreur a eu 10 piqûres de tiques dans une journée, c'est conséquent. Et c'est bête, mais du coup, c'est pas bête du tout, mais en tout cas, c'est des choses qu'on filme parce que derrière, ça nous permet aussi de raconter des choses, faire de la prévention, expliquer aux gens ce qu'il faut faire quand ça se passe. Et donc, ce qui nous arrive, ça complète un peu ce que vous aviez au départ proposé avec juste les fiches. Et ensuite, là, il y a un petit supplément quelque part. Il y a un petit supplément éducatif qu'on met et qu'on met on fait du motion design dans la vidéo pour expliquer aux gens comment retirer une tique, etc. Et ça rejoint du coup ce que je disais tout à l'heure. On prépare assez peu à l'avance. En fait, on part et puis on se dit on va documenter l'aventure. Donc c'est presque, je ne vais pas dire journalistique, mais plus journalistique en tout cas qu'un vrai set de photos où on prépare tout ce qu'on fait. Là, en fait, on a un point de départ, un point d'arrivée et on shoot durant la journée. Et donc, on a assez peu de temps finalement pour s'arrêter ou pour faire des vraies prises de vue comme on le voudrait, en retravaillant chaque visuel. Ça s'enchaîne. Là, en Bretagne, on avait une bonne vingtaine de kilomètres à faire chaque jour. Et chaque jour, on sait qu'on doit faire des photos, on doit filmer, donc déjà ça prend du temps, et puis on doit faire du contenu pour les réseaux sociaux avec le téléphone. Donc tout prend du temps, et à chaque fois, comme on est 4, chaque personne fait ça, il y a toujours une inertie parce qu'on reste les 4. Donc quand il y en a un, en plus on avait décidé de poster en live, donc quand il y en a un qui poste sur les réseaux sociaux, tout le monde attend, mais tu ne peux pas forcément faire des photos à ce moment-là. Donc c'est une vraie contrainte, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, j'avais posé la question sur les lumières, etc. Et j'ai oublié de te poser une question, parce que du coup, qui est tout trouvé quand on a lancé les vidéos, ce qui concerne le son. Comment vous avez fait la prise de son ? Alors là, c'était soit intégré au boîtier. On n'a pas eu la même méthode au fur et à mesure. Je crois qu'il y a eu deux sessions où on était sans micro, sans rien, et 2 sessions où il y avait un micro canon qui était branché sur le boîtier. Donc pas en Bretagne. Vous aviez peur de le mouiller ? En Bretagne, je ne sais plus. Je crois que s'il y avait le micro.
Mais si, un autre truc que je peux rajouter par contre, juste avant le son, c'est que on va aussi beaucoup chercher un peu à créer les rencontres et créer les moments. Et c'est ça qui fait qu'on a, je pense, qu'on arrive à avoir des bonnes photos. C'est pas les paysages en fait. Les paysages, on n'est pas les meilleurs photographes de paysages, mais ce qu'on va chercher, c'est plutôt des situations marrantes, cocasses, des trucs un peu qui peuvent nous arriver. Et typiquement, une anecdote qu'on a eue en Bretagne, c'est qu'un jour, c'était déjà le 3e jour, on avait déjà un peu le contenu qu'il nous fallait et on sentait que ça devenait, je le redis, mais un peu monotone. Au bout du 3e jour, les paysages à pied, en plus, ne changent pas aussi vite qu'à vélo, où on couvre moins de territoire. Et il se trouve que ce soir-là, il commence à pleuvoir et on est dans un gîte. Et là, on pensait être tout seul dans le gîte. Et là, d'un coup, il y a une personne qui rentre et qui dit « Ça vous dérange pas, j'ai mes copains marins qui doivent venir boire un verre avec moi. » Et là, il débarque 20 personnes qui arrivent trempées, qui sortent qui venaient de rentrer au port. Et en fait, évidemment, les marins, ils arrivent armés, quoi. Donc, ils posent des bouteilles sur la table et en fait, on sympathise avec eux. Et il se trouve qu'ils nous disent demain, on va faire le tour de la rade, etc. Et tout de suite, on leur dit vous pouvez nous emmener. Donc, en fait, on a changé le plan. Nous, on savait qu'on avait un itinéraire à faire et on s'est dit c'est pas grave, on va tout retaper. Mais par contre, ça va nous faire une journée en mer avec des marins pur jus. Et en fait, le lendemain matin, ils nous ont dit OK, je ne sais pas s'ils étaient ravis de le faire, mais en tout cas, ils l'ont fait et ils étaient très sympas. Et en fait, ils nous ont emmenés en mer et toute la journée, on a passé la journée en mer avec eux sur vraiment des petites embarcations typiques de Brest, dont j'ai oublié le nom. Et en fait, on a passé la journée avec eux à pêcher, ils nous ont appris à naviguer, etc. Et là, d'un coup, en fait, le reportage, il prend une dimension vraiment supérieure parce qu'au lieu de raconter de la randonnée, on raconte une aventure, on raconte des rencontres. Et en termes de visuels, en fait, les visuels qu'on a pris en mer avec ces marins qui pêchent, qui manipulent les voiles, c'est le plus intéressant, quoi. Et c'est ça qui crée l'aventure et qui crée un peu l'histoire. Ça fait un petit supplément un peu sur le parcours. Voilà, donc il faut qu'il arrive des choses, il faut qu'il pleuve, il faut qu'il y ait des rencontres. Il fallait qu'il y ait des tics. Il faut des tics. C'est photogénique, un tic, d'ailleurs. Là, on part en direction le soleil, l'Occitanie. Là aussi, tu es dans le projet, dans le parcours. Ouais, c'était ma deuxième. Moi, j'en ai fait 2 sur 4 qui se sont enchaînés. Donc, un peu dur de repartir après la Bretagne. Donc, au départ, on était à pied en Bretagne. Et là, on prend direction l'Occitanie à vélo. À vélo, donc nous on utilise des vélos gravel qui nous permettent de passer un peu partout. Et donc là c'est 500 km à vélo. Donc on prend, comme d'habitude, on essaye au maximum de se débrouiller avec le train. Donc on prend les trains, on prend plutôt les vélos dans le train et puis on arrive vers Alès. Et à partir de là, on monte sur les selles et c'est parti pour 500 km. Donc faut imaginer qu'on a traversé un bout de la France en latitude. Sur 500 km. Donc on voit pas mal de territoires et c'était hyper beau. On a traversé donc la Lozère, l'Aveyron et le Lot. Voilà. C'est ce qu'on va voir là. C'est la première journée en Lozère. C'est gravel là. Voilà, quand je vous dis qu'on a peu de sacs, c'est ça les sacs. Il n'y a pas de problème, les montées c'est que sur la route. Là tu te mets des pierres, ça te casse le rythme, tu dérapes, tu dois reprendre. Ouais, c'est dur. Putain, on sait se faire recevoir. Donc il y a 2 types d'espaces protégés en France. Les parcs nationaux, qu'on connaît, les écrins, les Cévennes, etc. Il y en a 11 en France. Et les parcs naturels régionaux, il y en a une petite 60aine en France. Et la différence, c'est que les parcs nationaux sont évidemment gérés au niveau national, avec un vrai but de protection des espaces naturels, quand les parcs régionaux sont gérés au niveau régional. Et eux, ils essaient de concilier aussi une certaine activité économique. Il y a quelques mouches autour de toi, Damien, je crois. C'est un délire, tu me fais emmoucher. Voilà, première journée en Lozère. On vous montre une toute petite partie parce que c'est 10 minutes de vidéo, donc ça ferait un peu long. Et donc du coup, question pratique. On parlait des petites sacoches. Là, on voit qu'il y a peu de matériel. Comment vous on voit qu'il n'y a rien, quoi. On a là, on part une semaine avec ça, quoi. Donc inutile de vous dire qu'il y a peu de rechange. Et même, vous voyez d'ailleurs l'appareil photo, comme il est tenu, on a vraiment très peu de choses en fait. On a une tenue pour la journée, une tenue pour le soir.
une veste pour la pluie, et puis c'est à peu près tout. Sachant que parfois, on rajoute une sacoche sur le devant du vélo quand on a besoin de bivouaquer, donc on va rajouter un sac de couchage, etc. Mais on part avec vraiment le strict minimum, et c'est ce que je disais, on ne peut pas s'encombrer de matériel. Voilà. Donc du coup, on va revenir un peu sur les contraintes. Tu parlais évidemment des contraintes de poids, mais pour toi, le recto verso tour, c'était pas forcément la même intensité en fonction du vélo ou de la rando. Si tu devais en choisir qu'un maintenant, si tu dis bon allez, on repart, tu prendrais lequel? Moi, je suis peut-être plus vélo, mais par contre, pour faire c'est vraiment très très compliqué. Enfin, vous l'avez vu, c'est marrant, c'est moyen marrant, mais ce qu'on avait appelé l'interview à 180 BPM, là où on explique les parcs nationaux, on s'est dit allez, essaie d'expliquer un truc un peu technique en étant dans une montée comme ça. Et on voit pas trop l'image, mais ça montait, hein, c'est pour ça que je souffle. Mais typiquement, tout ça, c'est filmé en même temps et on le fait qu'une fois, quoi. Et donc du coup, et c'est pareil pour la photo, quand il faut manipuler l'appareil photo, changer ses réglages en roulant, ça pose un problème de sécurité évidemment, donc il faut faire gaffe à ça. Ne le faites pas. On fait gaffe à ça, et toutes les situations, c'est pas toujours possible, donc on manque beaucoup de choses aussi, parce qu'en fait, il y a des moments où il faut juste tenir son guidon, et on est dans des pierres, des sentiers qui descendent, donc on peut pas, donc on manque beaucoup de choses, et donc c'est très très compliqué d'avoir toujours la bonne photo. On est obligé de prendre de l'avance, de prendre du recul, de rattraper et tout, donc physiquement, je trouve que c'est ça le plus dur, c'est penser à sa photo, quelle photo cool je peux faire, et en même temps gérer son effort physique qui te fait perdre en lucidité quand même quelque part. Quand on court ou quand on fait un sport, on perd un peu, je trouve, on a du mal à se concentrer, et du coup c'est difficile d'avoir un peu à la fois la partie physique et en même temps le côté un peu créatif, en se disant de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que j'arrive à me renouveler, à faire des nouvelles photos. Mais bon, ça c'est la partie complexe, mais j'aime beaucoup quand même. Tu parlais des parcs nationaux, là j'aimerais qu'on revienne un peu sur aussi l'essence même du projet, qui était un peu le message écologique qu'il y a derrière. D'un point de vue purement personnel, il y avait une histoire qui, moi, m'a vraiment marqué sur le recto verso tour. Il y avait un moment où vous parliez d'un sentier de randonnée, où vous disiez là, on ne doit plus l'utiliser parce qu'il a été trop utilisé. C'était sur la Bretagne. Ouais, tu t'en souviens? Le GR34. Est-ce que j'aimerais bien qu'on repartage un peu ici avec les participants ce récit-là, si tu es OK. Ouais. Parce que, en fait, je trouve que vous donnez la parole à des lieux qui en fait, on n'entend pas la détresse du lieu, alors que nous, on rêve tous d'y aller. Et en fait, on se dit, mais on y va avec soi-disant une volonté écologique, d'aller marcher, de faire de la rando. Et au final, c'est tout le contraire qu'on produit. Donc, c'est un problème auquel on fait face tous les jours. Nous, on est quand même un magazine de voyage, d'aventure. Et en même temps, on sait très bien que ça participe au problème plus global. Donc comment est-ce que nous, on arrive à faire en sorte de ne pas diriger les gens sur des zones qui sont déjà surfréquentées. Et je pense que vous avez tous entendu parler de ce débat autour de la géolocalisation des lieux qui sont devenus hyper fréquentés et qui du coup sont détruits. Et nous, je dirais que la question ne se posait pas peut-être en 2016 quand on n'avait pas de communauté et qu'on était très peu suivi, mais en 2022, elle se pose quand même différemment, et il y a une certaine responsabilité, sans dire qu'on influence énormément de monde, mais on sait que voilà, ça participe. Et certains lieux en France, et on pense au GR34, donc c'est le GR qui parcourt la Bretagne, je dirais, par la côte, pour résumer. Et c'est vraiment des sentiers côtiers. C'est des espaces qui sont très friables, c'est-à-dire que ou érodables. Est-ce que le mot est juste? Oui. Et donc du coup, quand il y a un passage répété, et le passage répété, ça se chiffre en milliers, dizaines de milliers de personnes par an, même plus. En fait, quand tous ces gens-là passent, soit à pied, soit parfois à vélo, et en particulier avec des bâtons, ces espaces-là, ils commencent vraiment à être abîmés. Et l'idée, le débat dans Recto Verso, ou plutôt l'enjeu, c'était de dire, est-ce qu'on peut essayer d'aller voir des espaces qui offrent quand même des vraies possibilités d'admiration, tout simplement, sans aller dans des espaces qui sont déjà surfréquentés. Donc on pense au GR34, les deux principaux, c'est GR34 et GR20 en gros, je pense que c'est les deux qui sont les plus fréquentés. Il y en a d'autres dans les Alpes évidemment, et donc on voulait les éviter, quoi. Et le dire d'ailleurs, c'est ça aussi qui était intéressant. Ne pas y aller, c'est intéressant, mais dire pourquoi on n'y va pas, ça permet de faire un peu de sensibilisation et de justifier nos choix. Et si ça influence les gens, ou si les gens en ont conscience, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. C'est mieux. C'est mieux. Ouais. Alors, quelqu'un a une question? Non? Moi, j'ai une question. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez surtout pas. Si demain, je te dis, allez, banco, déjà, voilà, je veux le faire. Quel conseil tu me donnerais avant de m'attaquer un recto verso?
En fait, recto Déjà de verso, l'acheter, déjà, pensez à l'acheter. j'en ai pas amené. Et recto en verso, deux le but, c'est que chacun peut faire son aventure. Donc nous, évidemment, on part sur une semaine. Pour certains, c'est trop peu, c'est pas assez sportif ou pas assez l'aventure. Pour d'autres, c'est beaucoup trop. Mais c'est en fait c'est assez personnel et chacun a le temps dont il dispose et le niveau auquel il se sent enfin, prêt, je dirais. Et donc recto verso, ça permet de faire ça, de construire son aventure, quel que soit son niveau physique, la durée qu'il a à disposition, en voyant toutes les possibilités. Et donc du coup, moi, mon conseil, ce serait de ne pas voir trop gros au début pour pas se dégoûter. Surtout si on débute, évidemment, ça fait rêver de traverser la France ou même plus loin que la France, mais c'est toujours bien de un peu désacraliser le truc et se dire qu'est-ce que je suis capable de faire et d'en faire peut-être un peu moins que son maximum, parce qu'en fait ça peut devenir un peu, l'important c'est quand même de prendre du plaisir, de s'amuser, de partager un bon moment, plus que de se mettre dans le rouge pendant tout le long et de se dire en fait c'était horrible quoi. Donc Et en équipement, ça dépend. il y avait une vidéo là-dessus qui était quand même. J'ai pris des notes. J'avoue, en fait, je suis votre première groupie. Voilà. Il y avait l'histoire du vêtement respirant, les vêtements chauds, c'est ça, la polaire, et après le vêtement qui empêche la pluie, c'est ça. Le système 3 couches, Voilà. on en a parlé. En fait, le vêtement, déjà, ça dépend de la pratique. Entre le vélo et la rando, ça va dépendre. Tu peux nous donner du conseil sur les deux. On va aller peut-être plutôt côté rando, parce que vélo, c'est un peu le problème. Le vélo, c'est très onéreux. Enfin, il y a une sorte de barrière à l'entrée, parce qu'un vélo, ça coûte cher. On peut en louer à Paris, d'ailleurs. On pourrait pas partir avec notre vélo de ville, go, on y va. Pas le droit de nous dire non. Non, on sera pas, c'est compliqué. Il suffit qu'il y ait un problème technique et puis ça devient compliqué. Donc, je pense que la rando est quand même beaucoup plus accessible et c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'un super équipement et évidemment les marques vendent plein d'équipements et on a envie d'avoir le mieux. La réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de grand chose pour aller randonner. Je pense juste qu'une bonne paire de chaussures, c'est bien. Et puis ensuite, il faut avoir chaud et être au sec. C'est la base. Et puis voilà, donc une petite un t-shirt, une polaire, une doudoune t-shirt et une veste. transpirant. Vous insistiez là-dessus. Respirant. Oui, voilà. Et ça tu suffit. sens que je suis pas encore complètement prête. Non, mais t'as les bases. Déjà, j'ai un t-shirt. Ouais. Au total, c'est combien de jours de tournage pour le Recto Verso Tour? Parce que vous avez tourné un peu avant, vous n'avez pas fait de prépa du tout. Ce que tu disais quand même, c'est on est parti. Alors on a fait le teaser. On a tourné le teaser au bureau avec l'équipe. Donc ça a été fait sur un jour de tournage pour annoncer ce qui allait se passer. Et ensuite, c'est 4 fois une semaine. C'était pas une semaine complète parce qu'il y a les jours de trajet. Et puis parfois c'était 5 ou 6 jours. Mais voilà, c'est quasiment 25 jours, je dirais, de tournage. Ce qui veut dire 25 jours de tournage veut dire aussi beaucoup de post-production en fait après quoi. Et vous avez, enfin ça tu t'as déjà répondu, mais sur le fait de se dire voilà on va suivre et on va filmer ce qui va se passer. Vous avez jamais retourné un truc où vous dites là c'était vraiment cool et c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas immortalisé. Et du coup est-ce qu'on l'aurait retourné ou est-ce que ça nous aurait manqué? On n'a pas les deux. Je pense que T'as des trucs jamais on loupe tout le retourné temps. un scène? J'en ai même pas en tête parce qu'on en loupe tout le temps. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas parce que comme je disais techniquement c'était pas possible. On était dans une descente, c'est magnifique, mais en fait tu peux pas sortir l'appareil ou juste t'es crevé, t'as pas envie. Ça arrive. Et ça nous arrive souvent. Donc des trucs qu'on loupe, on en loupe tout le temps, mais en fait on sait qu'on a le volume et qu'on a suffisamment de quoi raconter sur une semaine. C'est largement assez. Et après, je pense pas qu'on soit partir retourner des choses. On n'est jamais reparti en arrière. Par contre, il arrive qu'on prenne plus de temps pour faire ça parce qu'on se dit là, ça vaut vraiment le coup. Donc allons-y. Ou qu'on tire le fil dans le sens du récit, comme je le disais avec les marins. Là, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. S'ils nous proposaient de pêcher, on disait oui, on va pêcher. S'ils nous disaient essaie de prendre, de tirer la voile, ouais, évidemment qu'on va le faire parce que ça vaut le coup. Oui. Ouais. Alors, attendez, je répète le début de la question, comme ça tout le monde entend. Vous avez des pneus, alors Hutchinson. Voilà, Ouais. et des chaussures de vélo, c'est ça, de cycliste. Savoir si vous avez fait appel à un sponsor et quelle est la marque de vos vélos en fait. Alors non, c'est des vélos qu'on a nous, qui sont à nous, et donc on n'avait pas de sponsor vélo sur ce. Et donc c'est des vélos Lapierre, si vous voulez la référence. Lapierre Cross Hill 5.0 de mémoire. Et c'est des. Pourquoi eux?
Pourquoi eux? Parce que en fait, c'est des vélos gravel, donc c'est un modèle de vélo un peu particulier. C'est pas des vélos de route, c'est pas des vélos, des VTT. On est vraiment entre les deux, et c'est un type de vélo qui nous permet d'avoir une vraie polyvalence, je dirais, parce qu'on peut aller partout, à la fois sur la route et sur les chemins, et on peut couvrir pas mal de distance. Donc quand, par exemple, on est en retard, il nous arrive souvent d'ailleurs de changer d'itinéraire et de se dire mais là on n'a pas le temps, on devait faire ça, passer par ce chemin et faire tel dénivelé, on a pris trop de temps pour faire des photos, des vidéos, donc on va couper, on va prendre la route et on va revoir l'itinéraire qu'on avait prévu initialement. Donc voilà, ces vélos-là, ils sont hyper bien pour nous et ils sont équipés pour nous permettre de monter des selles. Ce vélo-là, non, mais il y en a à Decathlon aussi, hein. Pas les mêmes, mais il y en a. Oui. Tu disais que vous êtes 15 dans l'équipe de Paris. Et du coup, pour ceux qui sont loin, parce qu'on n'entend pas forcément, est-ce que c'est possible de rejoindre l'équipe des Other et surtout comment, c'est ça? Alors c'est compliqué. En fait, c'est compliqué. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question est-ce qu'on peut partir à l'aventure avec vous? Dans les faits, on dit plutôt non, parce que même. Sauf sur le Recto Verso Tour, on proposait aux gens de venir boire un verre avec nous, sauf on terminait dans des coins où il n'y avait personne, donc il n'y a jamais eu personne. On était seuls à boire. Vous êtes faussement sympa. Ouais. Mais on l'a fait, il y a plusieurs façons. Déjà, je dirais que tout un chacun ne pourrait pas vraiment venir parce qu'on est quand même là pour bosser, quand même, entre guillemets, et donc faire le job, quoi. Donc c'est compliqué. D'autre part, il y a une part de responsabilité. On peut pas. C'est quand même une structure professionnelle, donc on peut difficilement dire à des gens rejoignez-nous. Et puis il y a quand même un truc de responsabilité, donc ça c'est compliqué. Après, il arrive qu'on travaille, souvent d'ailleurs, avec des photographes ou des cadreurs. Parce qu'on a toujours besoin on a toujours des projets à droite à gauche pour lesquels on a besoin de photographes ou de cadreurs qui peuvent nous suivre et qui ont soit la patte, soit l'activité, parce que parfois il y a des photographes qui sont plus à l'aise à vélo, qui sont spécialistes du vélo, d'autres plus en rando, en trail running, sur des sports aquatiques aussi parfois, donc on va chercher des photographes comme ça. Et après, l'autre point, c'est qu'il nous est arrivé de faire ça spécifiquement, comme on avait souvent de la demande de gens qui nous disaient est-ce qu'on peut partir avec vous, on avait imaginé il y a quelques années, c'était avant le Covid quand même, donc je dirais 2018, ce qui s'appelait les Others Camps, et c'était des formats où on proposait aux gens de partir à l'aventure avec nous sur 2 ou 3 jours. Et en fait, on s'est rendu compte, on l'a pas pérennisé, on en a fait 5 je crois, et donc c'était cool parce que ça nous permettait de partir à l'aventure et de faire découvrir des activités. Donc on a fait de la cascade de glace dans les Pyrénées, donc voilà, grimper sur de la glace, c'était hyper bien. On a descendu la Loire sur 2 jours en canoë, on a fait des raquettes dans le Vercors, et d'autres choses. Mais en fait, c'est très compliqué parce que c'est pas notre métier d'organiser des aventures, c'est vraiment de la production de voyages. Et c'est pas vraiment notre métier. Il y a une vraie problématique d'assurance. Il faut être licencié pour le faire. Donc nous, on était obligés de trouver des partenaires pour nous amener ça. Et puis, ça demande une énergie incroyable d'animer un groupe, parce qu'en fait, on avait des groupes qui étaient assez restreints. On avait entre 10 et 12 personnes. Et à la fin du week-end, tu es vidé. Animer un groupe, je trouve que ça demande une énergie qui est... C'est beaucoup, quoi. Et donc à la fin, on rentrait du week-end et puis la semaine, on recommençait à travailler. C'était dur, donc on s'est dit que c'était pas un truc qu'on allait pérenniser et ça rentrait pas vraiment dans le cœur de notre métier, quoi. Voilà. Donc pas trop dans le schéma traditionnel, quoi. Voilà, ouais. Mais oui, si vous êtes photographe, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, drôle d'histoire, là. Drôle, je ne sais pas si c'est le mot. Hier, on avait Grégoire Éloi, avec qui vous avez collaboré il n'y a pas longtemps. La petite parenthèse, en fait, l'histoire, on se rend compte qu'entre photographes, l'histoire est rapidement se boucle. Vous aviez partagé des photos de montagne avec lui. Et pourquoi, je ne sais pas si c'était toi qui étais derrière, mais pourquoi Non, du coup. Non, mais je peux en parler. Je peux faire semblant, merci. En tout cas. Fais semblant. Alors, pourquoi? Parce que c'est un membre d'un... Tu voulais pas qu'on utilise le terme de collectif au départ, mais qui pour lui, pour le coup, fait partie du collectif Tendance Floue. Je sais pas si vous visualisez. C'était là hier au Salon de la Photo pour une conférence
vraiment passionnantes autour du projet Fragile. Et il nous expliquait que lui était, alors qu'il fait un travail quand même esthétiquement, pas forcément dans les codes des Other, mais qui admirait énormément votre approche de la nature. Donc du coup, voilà, on parlait de vous avant que vous soyez là. Mais est-ce que tu peux nous raconter ou au moins faire semblant Ouais, de je parler de peux faire Grégoire? semblant parce que c'est pas moi qui gère le social media chez les Others et ni la partie éditoriale, mais c'est un photographe avec qui on avait dû échanger parce qu'il avait proposé une série, et c'est ça qui est hyper intéressant, une série complète et cohérente sur un sujet qui de mémoire était les glaciers dans les Pyrénées. C'est ça. Qui fondent. Ça. Et donc, je pense qu'il y avait une dynamique un peu de collection ou de sauvegarder ce qui va disparaître. Mais encore une fois, j'en parle avec un peu de distance parce que je ne suis pas du tout expert de son sujet. Et donc là, c'était simplement un partenariat de publication sur les réseaux sociaux. Et donc, il nous arrive très régulièrement de publier des séries de photographes. Et encore une fois, là, c'était que sur les réseaux sociaux. Et lui, sa série était très artistique. Donc, on aime beaucoup et on essaie de tirer dans ce sens-là. Et c'est ce qui nous distingue, je pense, d'un média plus guide qui va plutôt utiliser la photo comme d'un point de vue plus pratique pour illustrer juste un sujet. Nous, on essaie de la tirer vraiment vers vers la photo plus artistique, entre guillemets. Et donc, on est ouvert à ce que tout un chacun nous envoie une série photo. Dès lors que le message se mêle aussi avec votre volonté de... Tout à fait, ouais. On n'est pas, tout ce qu'on publie, c'est pas du tout que des choses qu'on fait nous. Et c'est pour ça qu'on est dans un modèle hybride, parce qu'il y a plein de choses qu'on produit nous. Et puis ensuite, il y a plein de photographes qui nous envoient des séries et qu'on va publier de différentes manières, soit juste sur les réseaux sociaux, sur Instagram, comme c'est le cas avec Grégoire là, soit sur des gens qui partent à l'aventure et qui nous disent moi j'ai fait la traversée des Pyrénées, j'ai une belle série photo à vous montrer et une belle histoire à vous raconter. À ce moment-là, c'est publié sur le site et je crois qu'on en publie toutes les semaines à peu près. Et puis après, on a le fonctionnement sur le magazine. Et là, c'est un autre fonctionnement parce que les magazines, ils ont un thème qui est imposé, qu'on définit avant de travailler en profondeur sur l'éditorial. Et là, on fait un appel à contribution. Et donc, quand on a le magazine, on dit, voilà, le thème, là, c'est les archives. Et donc, on va écrire tout un manifeste ou une présentation autour du thème. Et tout le monde peut nous envoyer une série en disant, moi, j'ai ce thème connexe et cette série que j'aimerais que vous regardiez. Et c'est comme ça qu'on publie plein de gens différents sur chaque magazine. Merci. Thème imposé. Une autre question? Continue, on déroule. Là, on a fini, enfin entre guillemets, on a fini. Imaginons les quatre grands spots, du Recto Verso Tour. Comment se passe la post-production? Comment vous sélectionnez? Est-ce qu'il y a une approche collaborative de se dire, typiquement, là, j'ai plein de questions dans une question, donc on va essayer de la découper. Est-ce que le montage se fait en collectif ou il y a le monteur et il choisit? Ouais, il y a le montage. Alors, il y a deux choses, parce que là, sur le Recto Verso Tour, il y a de la photo et de la vidéo. Donc, chaque photographe va éditer ses photos le plus rapidement possible et les livrer, en l'occurrence, dans ce projet-là, parce qu'on avait très, très peu de temps entre le retour de voyage et la publication. Donc, chaque photographe fait un peu l'édition de ses photos, qui ne prend pas forcément énormément de temps, parce qu'il fait sa sélection, il édite, et puis voilà. Ce qui était très long, c'est sur la partie photo. Donc, tout a été... on a filmé... Je dirais une grosse partie évidemment avec le boîtier Fujifilm, et puis une partie on mixe un peu les formats, donc il y a des choses qui ont été filmées aussi au portable, on rajoute des photos, etc. On n'a pas peur de mixer les formats. Et là, pour chaque vidéo, c'est 2 semaines de montage, donc c'est très long, mais c'est normal, ça dure 10 minutes. Sachant qu'on essaye, là vous l'avez peut-être pas forcément trop vu parce qu'à chaque fois c'était 1 minute, mais on a créé une identité visuelle exprès pour le Recto Verso Tour. Donc il y a pas mal de motion design et de travail graphique, simplement pour les titrages, pour les cartes, pour des petits... des petits inserts, des commentaires à droite à gauche. Donc il y a un gros travail graphique qui est fait. Donc il y a le monteur qui travaille, il y a l'équipe éditoriale autour qui fait les allers-retours pour dire on veut plus de ça, moins de ça, voilà ce qu'on veut raconter, etc. Et puis il y a l'équipe graphique qui travaille dessus selon la demande pour fournir tous les assets dont on a besoin. Et en termes de contenu, imaginons, est-ce que vous le faites valider à tous les participants en disant non, en fait, cette scène, moi je me trouve trop ridicule, j'ai pas envie qu'elle y figure. En fait, c'est une question qui s'est posée là au fil du salon pendant les différents workshops où il y avait des danseuses qui disaient non, là, mon muscle il est pas correct, je veux pas que cette photo soit sélectionnée. Est-ce que vous êtes contraint sur ce genre de choses? Ou alors vous dites ça a eu lieu. On a la chance d'être entre nous, donc ça se fait au fur et à mesure, je dirais. Il n'y a jamais eu un cas où je peux me dire la vidéo était sortie, on a dû
la retirer parce que quelqu'un nous a dit que ça allait pas, c'est jamais arrivé. Non, mais est-ce que vous le validez entre vous, Ouais, le mais premier c'est une montage? validation soft. Tu vois, tout le monde regarde un peu la vidéo et si vraiment tu te trouves horrible sur ce plan-là, on le fera, on l'enlèvera avec grand plaisir. Mais de toute façon, on est dans des situations où on sait qu'on est transpirant, les cheveux en bataille, et on n'est pas à notre avantage de toute façon. Donc, on a des standards assez bas hein, sur nous. Moi, j'ai une question dans les différents récits sur YouTube. On a l'impression que vous avez toujours fait ça. On dit, bon, bah, en fait, les gars, c'est des aventuriers nés. Et moi, je n'y arriverai jamais. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez sélectionné les différents participants par rapport à leur niveau? Ou alors, c'était aussi la facilité de se dire, on prend quand même quelqu'un qui est moins bon et on va se moquer de lui pendant les Ouais, alors c'est un vrai point. Ça, pour le coup, c'est un vrai truc intéressant. C'est que prendre quelqu'un qui n'a pas le niveau, c'est le mettre dans une position dévalorisante. Donc c'est très compliqué. Et pour le coup, c'est un vrai sujet éditorial de se dire, est-ce qu'on ouvre à tout le monde et en l'occurrence, en toute transparence, il y a un vrai sujet, nous, de diversité. Hommes-femmes et ça nous a traversé beaucoup. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça parce qu'on s'est dit qu'on voulait des équipes mixtes, mais en termes de niveau, se posait la question de il faut que tout le monde ait le même niveau. Et le débat sous-jacent, c'était si en plus c'est une fille qui a un niveau moindre, ça pose des vraies questions de ah ben voilà, tu vois. Donc, bon, je m'étends pas, mais vous avez compris, ça devenait compliqué. C'était un truc à gérer. Donc il y a un peu ces deux sujets-là. Il faut qu'on fasse des aventures qui nous représentent, c'est-à-dire qui ont quand même un certain niveau. Et donc il faut que l'équipe soit capable de suivre. Et donc on va quand même faire en sorte que les gens qui partent, on soit sûr qu'ils puissent le faire. Et puis on a aussi conçu des aventures pour que tout le monde puisse participer, ou tous les membres de l'équipe puissent participer. Donc par exemple, quand on est parti en fait en Occitanie, on s'est rendu compte qu'on avait mis la barre hyper haute en termes de distance, de dénivelé. On a fait la première journée, on s'est dit mais waouh, ça va être vraiment compliqué. Et donc sur les Vosges, on a un peu descendu un peu le niveau, on a revu un peu l'itinéraire en se disant on veut quand même que voilà, cette équipe-là participe, qui est de la mixité. Et avec l'équipe qui était là, on savait un peu quel était le niveau de chacun, donc on a fait en sorte que tout le monde puisse le faire. Mais tu as raison. Et comment vous avez composé vos équipes? En fait, il y a plusieurs critères. La dispo, déjà, des gens, parce que tout le monde n'est pas dispo une semaine, c'est long une semaine. Donc on avait des gens aussi en externe dont on voulait qu'ils participent, mais ils n'avaient que 3 jours de dispo. Si tu n'as que 3 jours sur 5, tu ne peux pas le faire. Donc ça, c'est la dispo. Le style aussi des gens. Alors les gens en interne, on connaît. Quand je dis le style, c'est le style photo, vidéo, évidemment. Pas le style vestimentaire. Non, ça, on a vu. Ça, là, on a vu qu'il n'y avait pas de critères. Mais on cherche des gens qui ont un peu quand même la même esthétique que les Others. On pourra en reparler. C'est difficile à définir l'esthétique les Others, mais on sait nous la choisir en tout cas. Et puis il y avait simplement le niveau sportif, parce que c'était un vrai critère. Il fallait que tout le monde puisse suivre du début à la fin. Et comme on raconte une histoire, qu'on la raconte en direct, on ne pouvait pas se permettre de se dire il y a quelqu'un qui va lâcher au bout du 4e jour. Donc il fallait s'assurer que soit les personnes aient le niveau à vélo ou en rando. Et donc pour ça, il fallait être sûr qu'il l'ait déjà fait, quoi. On parlait tu parlais des styles photos. On reviendra ensuite sur cette question-là. Mais on va s'intéresser principalement à la notion même de photo. Est-ce qu'il y a sur le boîtier, qu'est-ce qui t'a facilité la vie? En quoi c'était assez simple de l'utiliser sur je sais pas, dis-nous, sur les réglages, sur les boutons? Je dirais déjà, nous on avait la chance de bien connaître Fujifilm, donc de ne pas avoir à changer de marque et donc d'interface, d'ergonomie simplement sur les réglages. Je dirais que ça permet de gagner du temps. Alors on peut toujours changer d'une marque à l'autre, mais c'est quand même non, ouais, on est Fujifilm. Et on reste. Mais en tout cas ça permet, parce que mine de rien, moi j'utilisais le X-T2 avant et là je suis passé sur le XH2S et il y a une vraie différence d'ergonomie, donc j'ai quand même dû m'y faire et j'étais content et heureusement qu'il y avait pas mal de trains pour un peu refaire tous mes réglages, mais le fait de connaître quand même les menus et comment ça se passe, ça me permet de modifier assez facilement et de savoir si j'ai un truc qui fonctionne pas, je sais tout de suite ce que je dois faire. Donc je gagne du temps dans mon process parce que je sais ce que je dois modifier. Si je change vraiment de marque, si j'ai un problème, je vais mettre 3 fois plus de temps à trouver mon réglage, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que les premières heures, il faut un peu se faire à l'ergonomie. La vraie différence que j'ai notée moi, il y en a plein, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais le fait que le capteur soit stabilisé,
En rando à vélo, tu es en mouvement tout le temps, ça te laisse une latitude qui est bien supérieure. Tu peux pas vraiment louper tes photos. Enfin, tu peux, mais tu as une marge d'erreur qui est bien plus importante. Parce que tu descends, il y a peu de lumière, tu es en basse lumière, bah, tu descends ta vitesse. La photo, elle reste nette jusqu'à beaucoup plus bas que si c'était un capteur stabilisé. Je ne saurais pas dire exactement combien, mais je sais que je pouvais descendre et ma photo n'était pas floue. Elle restait nette quand je le voulais. On fait aussi des photos floues quand on a envie d'en faire. Donc ça, c'était un vrai avantage. L'autre point, je dirais que c'est la durée des batteries. Ça revient énormément sur ce boîtier-là. Effectivement, elles ont été optimisées. Ouais, c'est hyper bien. Franchement, on a fait un tournage avec PA, donc, qui est notre cadreur avec qui on bosse tout le temps. Et on a fait un documentaire il n'y a pas très longtemps ensemble. Et on a loué une Blackmagic pour le faire en se disant que l'image, on n'ait pas les moyens d'aller sur de la RED ou de la Alexa ou des caméras ciné. Blackmagic, bon combo. En fait, les batteries tenaient, je sais pas, 10-15 minutes à tout casser. Alors en plus, il y avait différentes puissances de batterie. C'est un vrai problème. Et on se disait, mais si là, heureusement, souvent on était en intérieur, donc on pouvait brancher. Mais c'est un vrai problème. Nous, on filme quand même et on filme beaucoup. Il n'y a pas d'interview, donc on laisse pas tourner la caméra pendant hyper longtemps, mais on fait quand même des petits rushs tout le temps. Et sur une journée, on peut pas avoir, sur un vélo, on peut pas prendre 50 batteries. Et on sait que la vidéo, surtout la vidéo, la photo un peu moins, mais la vidéo, ça demande quand même pas mal de puissance. Là, ça tenait, c'était hyper bien. Et l'autre point, c'est la partie tropicalisation qu'il y a déjà sur d'autres boîtiers, mais en tout cas qui est hyper importante pour nous, et on l'a vu sur les images de Bretagne tout à l'heure, c'est arrivé un peu sur tous les séjours. Si ton boîtier il lâche le premier jour, nous on n'avait pas de solution, quoi. Donc il fallait que ça tienne. Si il prend l'eau, et il prenait l'eau tous les jours, en fait je ne sais pas ce qui se passe, quoi, parce qu'on avait 2 boîtiers, donc on aurait pu limiter la casse, mais en fait c'est compliqué, quoi. Donc là, voilà. On aurait été très fâchés. Ouais, voilà. Et on vous les a rendus sans une égratignure, sans rien. Bravo. On va continuer un peu sur le côté coulisses. Moi, j'aime bien avoir des petites anecdotes. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous n'avez pas montrées autour des 4 vidéos, autour du Recto Verso Tour, une anecdote, un truc un peu... Vous avez dit là, peut-être qu'on n'aurait pas dû. Je pense qu'on a essayé de quasiment tout montrer. Vous avez été 100% honnête. Bah ouais, même quand on se... Non, peut-être pas quand on retire tous les tics. Il y a certains éléments corporels sur lesquels il y avait des tics qu'on n'a pas montrés. Ça vraiment, il faut que vous alliez voir cette vidéo sur la Bretagne. Ouais, si vous êtes ticophobe, non. Mais sinon, il y a un truc où même moi j'avais mal pour vous. Mais est-ce qu'on sait... Non, on n'a pas montré tous les verres de whisky que nous ont fait boire les marins, parce qu'ils boivent à 10 heures du whisky, c'était... après, tes photos, tu sais plus si elles sont floues ou pas. Donc on n'a pas montré tout ça, mais sinon non, je pense qu'on montre quasiment... Non, il y a des choses qu'on montre pas. Ce qu'on montre peut-être pas, c'est ce qui est peut-être un peu... Il y a un vrai point, c'est que parfois on filme des gens et on ne sait pas si on a le droit de les filmer. Enfin, on n'a pas le droit, en fait, on sait très bien, on n'a pas le droit. Et donc, quand on rentre dans l'intimité des gens, on sait qu'on ne filme pas parce que c'est chez eux, on n'a pas les autorisations, et c'est un peu c'est la première fois vraiment qu'on fait face à ça. En photo, on a moins ce cas de figure parce qu'en fait, ça va plus vite. Mais quand tu filmes une vraie séquence, il se passe plus de choses et tu montres plus de choses. Et là, pour la première fois, on s'est dit, on n'a pas d'autorisation de décharge, etc. Donc on est obligé de se limiter quand on filme des gens. Il faut pas, typiquement, bon là c'est une photo, les gens on les reconnaît pas, c'est pas un problème, je peux vous les montrer là, mais on est obligé de se limiter. Et après on filme, après c'est le propos et on essaie quand même de rester un peu fixé sur notre ligne éditoriale. Donc on filme moins l'avant, l'après, toute la partie préparation depuis le bureau, le train, etc. Tout ça, mais c'est plus des choix éditoriaux en fait. C'est pas le cœur du spectacle, donc on filme moins. Mais après, je pense pas. En fait, il n'y a pas de choses qu'on cache parce que c'est justement ça qui fait un peu le croustillant d'une vidéo. Donc on n'a pas besoin de le cacher. C'est justement ce qu'on a envie de montrer. S'il y a quelqu'un qui tombe, s'il y a quelqu'un qui est un peu ridicule, limite, c'est ce qui fait rire les gens et c'est ce qui fait que les vidéos deviennent un peu personnelles et pas juste. C'est pas juste des beaux paysages. Il y a plein de vidéos de beaux paysages. C'est pas ce qu'on fait nous, quoi. Et du coup, sur la suite, c'est quoi la suite de Recto Verso ? La suite de Recto Verso, là on est en train de voir comment préparer la saison 2. Donc on va voir, on n'a même pas eu le temps de tout débriefer. Il va encore se passer pas mal de choses
on n'a même pas tout publié. On va publier quelque chose, un récap dans le print. Donc il y a le prochain magazine qui sort en novembre. On va publier ça. On a un concours prévu avec Fujifilm d'ailleurs. On va faire gagner un des appareils à Noël. Donc ça, c'est la suite avec Fuji. En fait, c'est toi le Père Noël, on est en train de briser un mythe. Il n'est pas vieux. Donc il y a ça. Et ensuite, on prépare donc la saison 2 du Recto Verso Tour. Et la question, c'est comment arriver à bâtir sur ce qui a été fait, comment arriver à se renouveler sans ennuyer pour que les gens continuent à regarder et se disent pas j'ai tout vu. Donc qu'est-ce qu'il y aura des choix sans doute à faire en termes éditorial, en termes créatifs pour arriver toujours à susciter de la curiosité et faire en sorte que les gens aient envie de regarder. Et sur la suite, est-ce que ça impacte un peu l'histoire des Other ou est-ce que c'est une histoire qui complète? Non, je pense pas que ça l'impacte. Effectivement, ça évolue parce que avant, et c'est un peu la question qu'on se pose. Avant, on osait beaucoup plus aller partout dans le monde et aller loin et prendre l'avion. Aujourd'hui, on décide de plus le faire. Donc forcément, l'impact en termes il peut y avoir un impact en termes de rêve. Évidemment, on vend moins du rêve quand on dit Périgord que quand on dit Alaska. Donc, et c'est une vraie contrainte éditoriale. On se la pose tous les jours, cette question. Donc, comment on fait Et donc, nous, on a besoin de se poser des questions, de réfléchir à comment faire, où aller. Et donc, là, je pense qu'on va quand même réussir à sortir de France, aller plus loin, mais ça nécessite des productions qui sont plus longues. Prendre le train pour aller en Finlande, en Laponie, ça prend 48 heures. Quoi. Donc, 48 heures aller, 48 heures retour, ça a un impact rien que financier en fait, parce que payer toute une équipe 4 jours de plus, en fait c'est pas rien. On reste un média, on n'est pas Chanel, donc forcément les budgets sont pas les mêmes. Donc il y a on se pose des vraies questions, et pour autant on n'a pas envie de rogner en se disant on va faire que des productions à 2 heures de chez nous. On a envie aussi d'aller chercher des belles histoires un peu partout en Europe, quoi. Et d'un point de vue esthétique, parce que quand même, là, tu le disais, c'était, mais même si on est ridicule, on le partage, donc même, j'imagine qu'il n'y a pas eu non plus de traitement énorme au niveau des images, ça a été un peu le côté brut de la réalité. Ouais. Est-ce que ça transforme un peu aussi, enfin, moi, ce que j'aime chez les Other, c'est que souvent, ce sont des photos incroyables, des paysages sublimes, au-delà de la géographie. Toi, est-ce que ça t'impacte en disant en fait, peut-être qu'il faut qu'on se ressente plus sur l'élément naturel et peut-être moins aller dans la post-production de photos, ou pas du tout, ou tu vois Non, c'est plus... c'est pas... Je pense que de toute façon, pour une bonne photo, il n'y a pas que l'élément naturel. Il y a aussi la situation, c'est ce que je disais. Et si tu as une belle histoire à raconter, que les gens sont cool, sont dans le bon mood et qu'il se passe des choses... en fait, c'est sûr que si c'est moche là où t'es, la vidéo ce sera pas trop les Others. Mais en fait, s'il se passe quelque chose et que tu as une belle histoire à raconter, ce sera très cool. Et d'un autre côté, l'esthétique les Others, c'est pas que la photo techniquement parfaite d'un paysage incroyable. On va aussi chercher l'erreur. Justement, c'est une question que je devais te reposer. Et du coup, on a pris la route. C'est quoi le style les Others ? Ouais, c'est ce que je disais. On va 2 heures. Ouais, ça peut. Même nous, on n'arrive pas à le définir. Donc on n'arrive même pas nous à vraiment mettre pourtant, des mots. Quand on voit, moi, je vous suis sur Instagram, à vous aussi. Après, là, hop, on va tous s'abonner. Ouais. Et à Fujifilm France aussi, c'était déjà TikTok, fait. Et le TikTok, mais. On galère. Moi, j'étais ici, j'ai pas pu encore voir. Du coup, quand on voit passer des photos les Other sur notre feed, on sait que c'est vous. En fait, il y a un truc, on se dit ouais, ça peut être que. Ouais. Mais c'est dur, c'est hyper dur à définir parce qu'en fait, c'est, je pense, un peu naturel et donc je pense que c'est limite plus facile à définir pour les autres que pour nous parce que nous, on baigne dedans et il y a une sorte de réflexe un peu. On sait ce qu'on cherche et on va chercher sans doute une esthétique un peu vintage, mais avec en pleine nature évidemment. Mais après, c'est toujours très difficile et le meilleur cas, c'est qu'à chaque fois qu'on a des gens qui nous rejoignent, et particulièrement sur ce poste réseaux sociaux de gens qui sont censés faire de la curation, on a beaucoup de mal à leur expliquer ce qui est vraiment les Others et ce qui l'est pas, parce qu'on va avoir plein de filtres, on va dire non mais ça c'est trop cliché, ah non mais ça c'est trop léché, ah non mais ça c'est pas assez ceci, pas assez cela, et on se fait l'œil au fur et à mesure, mais on n'arrive jamais à l'expliquer en 10 lignes, donc c'est vraiment photo après photo. Mais je dirais qu'effectivement on cherche pas il y a des modes, je pense, dans les styles visuels, et nous, on s'est inséré forcément dans un mouvement. On n'est pas les seuls à avoir ce style visuel-là, mais je dirais qu'on ne cherche pas la technique parfaite. Typiquement, toutes les petites erreurs, les accidents, etc., que ce soit
autant au niveau de l'image que de la situation en elle-même, qui crée un peu l'inattendu. Tout ça, ça nous plaît. Et c'est pour ça aussi qu'on publie pas mal de photos en argentique, d'ailleurs. C'est une esthétique qui nous plaît au global, mais toutes ces petites imperfections, elles nous parlent. Donc voilà, on ne va pas aller chercher la perfection dans l'image. C'est plutôt un style qui nous parle, plus que voilà, plein de gens viendraient sur notre feed, ou plein de photographes de renom viendraient sur notre feed et diraient mais cette photo-là, techniquement, c'est pas du tout ce qui se fait, quoi. Et en termes de post-production, là je parle pas du tout de recto verso tour, mais sur le travail de vos photos, il y a quand même pas mal de travail. Vous travaillez, Oui et non. En fait, c'est assez simple, hein. Je pense que, alors ça dépend des photographes, mais moi j'utilise Lightroom personnellement. J'ai mes réglages que j'utilise, que je change selon les photos, selon mon humeur, selon ce que j'ai envie de faire. Mais ça s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'on va pas très très loin. On va pas aller non plus modifier une photo. C'est-à-dire que c'est que de la chromie sur ce qu'on fait. Et pour tout le monde, c'est ça. Et après, on ne va pas aller chercher très très loin aussi parce que simplement il y a une problématique de ressources. On fait aussi de la prod pour d'autres marques. On travaille en marque blanche et on fait de la prod. Parfois, on sait qu'on a 10 photos à livrer, c'est limite du packshot. Et donc là, tu retapes tout, ta photo, elle repasse sur Photoshop, etc. Nous, on a souvent des volumes à traiter. Quand on fait 5 jours, en fait, on va livrer 100 photos. Et sur 100 photos, tu n'as pas 48 heures, mais une semaine, en plus de tout le reste. Donc, il y a aussi cette problématique de moyens qui fait qu'on ne peut pas passer trop de temps sur chaque photo et sur la post-production. Lightroom facilite quand même pas mal le process, mais ensuite, on ne va pas aller trop loin dans l'édition. Avant que je passe à ma dernière question, est-ce que parmi vous, une petite question? Ouais. C'est les Others. Les Others. Ouais. Est-ce que tu as pensé à la question de copyright pour les Others? Est-ce que c'est à l'INPI? Oui. Ouais, ça a été déposé. On l'a déposé. On l'a déposé sur différentes catégories. Ouais. Pour l'instant, ils nous ont laissé tranquilles. Mais ouais, mais on n'est pas dans la même catégorie. Nous, on est vraiment dans la catégorie média, production audiovisuelle, et on est les Others en France. Donc on n'a jamais eu de problème de droit, d'autant plus que c'est un terme qui est quand même très générique. Les Others, c'est pas un nom comme Fujifilm par exemple. Fujifilm, c'est un vrai nom qui correspond qu'à Fujifilm. Les Others, c'est un terme assez générique. D'ailleurs, on a pu le protéger. Ils auraient pu nous dire que c'était trop générique pour être protégé, mais on n'a jamais eu de problème de copyright, en tout cas pour l'instant. Je trouve. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà cédé à la pression des followers pour faire du happening? Alors, je dirais qu'on n'est pas... Nous, on est un média, donc ça fait partie de notre activité. Donc on n'est plus dans le domaine amateur où, en fait, sur le dimanche, tu n'as pas envie d'utiliser tes réseaux sociaux, tu ne les utilises pas. Nous, c'est une activité professionnelle et il y a des gens dont c'est le travail de gérer les réseaux sociaux des Others. Du coup, on a moins cette problématique effectivement de déconnexion ou connexion versus déconnexion ou de surconnexion. Cette problématique, on l'a pas parce qu'elle est plutôt inhérente à notre travail et donc naturelle et donc elle n'est pas du tout vue comme une sorte de contrainte de surconnexion. C'est simplement le travail d'une personne, comme le tien d'ailleurs. C'est le mien. Tu gères des réseaux sociaux. Derrière les réseaux sociaux de Fujifilm, Instagram. Peut-être que tu n'as pas envie d'aller au boulot un jour, c'est faisable. Jamais. N'importe Tous quel les jours boulot. pour Fujifilm et même les dimanches, regarde. Tu le ferais aussi. Toujours. Donc on n'a pas trop cette problématique. Après, pour aller dans ce sens-là, on a eu quand même une vraie problématique là, c'est vrai, qui était de se dire pas pour la première fois, mais généralement on essaie de ne pas publier en live sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est difficile, et encore une fois, je le disais pour la photo, c'est difficile de publier sur les réseaux sociaux en même temps que tu es sur un vélo ou que tu es en train de marcher. Donc c'est assez compliqué. Et parfois, il n'y a pas de réseau aussi, tout simplement. Et là, pour des raisons logistiques, mais je vous passe les détails, on s'est dit qu'on allait publier en live. Et c'était effectivement vraiment, vraiment compliqué parce que ça crée des moments de latence tout le temps pour publier la bonne photo au bon moment, avec le bon commentaire, parce qu'on a...
une visée éditoriale aussi, donc on ne peut pas publier n'importe quoi et le spontané, il n'est pas si spontané en fait. On est obligé quand même de réfléchir à ce qu'on va mettre. Donc oui, ça demande du temps et là, effectivement, c'était sans doute pas une bonne idée de publier en live. C'est bien d'enregistrer, garder un temps et puis ensuite publier, quoi. Ouais. Oui. Pourquoi ce nom? J'espérais que personne me la pose, mais c'est arrivé. Y a, pareil, personne ne sait vraiment. Pour la vérité, c'est que c'est un nom choisi en soirée, sans vraiment de logique. Voilà, ça a été Est-ce qu'il y avait des Bretons dans l'histoire? Il n'y avait pas de Bretons. Il n'y avait pas vraiment de... C'était un jeu de mots, vraiment. C'est un délire de potes, quoi, vraiment. Et ensuite, ça nous a un peu représenté quand même. Là, c'est peut-être de la post-rationalisation, mais c'est vrai quand même. Parce que, d'une part, à la base, le magazine était franco-anglais. Il était vraiment, voilà, il y avait la partie française et en face la partie anglaise. Donc, le fait que ce soit international nous parlait bien, tout en ayant des origines françaises. Et puis, il y avait une volonté quand même d'en faire quelque chose d'assez collaboratif, à la fois collaboratif et en même temps. Et là, je remonte un peu, mais la ligne éditoriale, à la base, n'était pas que outdoor. En 2012-2013, c'était pas que outdoor. Il y avait une volonté d'aller chercher des choses qui sortaient de la culture traditionnelle ou de tout ce qui se voyait. On cherchait un peu des artistes émergents, des choses comme ça. Et les Others, c'était aussi un peu ça. Ce côté, on va chercher, c'était le slogan, la culture d'en face. Donc les autres, les gens qui sont moins publiés, qu'on voit moins. Et il y avait un peu ce côté dénicheur et en même temps communautaire chez les Others. Mais là, c'est un peu c'est le speech un peu... ouais. Voilà. Mais il est toujours, à chaque fois, on se dit, les Others, chaque fois qu'il faut se présenter, qu'il faut les play et tout, c'est pas facile. Une autre question? En fait, ça fait une superbe transition, merci. Pour ma dernière question, c'est que nous, on fête les 10 ans de la Monture X. Voilà, c'est un peu notre anniversaire aussi. Là, je ne vais pas te demander de remonter sur les 10 dernières années, mais vous, d'un point de vue proprement pour les Others, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Au moins, vous, c'est 2016, tu as dit. Ouais, donc, sur ces 6, 8 dernières années. C'est même 2012. Donc, 2012. Nous aussi, c'est nos 10 ans. Voilà. On va faire un truc. On va faire une soirée. Est-ce que toi, sur les 10 ans des Others, tu as senti une évolution de la photo? Il y a eu entre guillemets, ce besoin de se recentrer sur les questions écologiques. Donc ça, c'est un point évidemment central. Mais au-delà de ça, est-ce que toi, tu t'es dit, là, en 10 ans, purée, pour pas dire de gros mots, qu'est-ce qu'on a changé? Rien que quand on regarde les photos qu'on a publiées il y a X années, on se dit waouh, on publierait plus ça, quoi. Et tant mieux en fait, parce que ça veut dire que ça évolue, l'esthétique évolue, notre œil évolue. Et je pense que c'est propre à tout le monde d'ailleurs. Il faut pas c'est bien limite d'avoir honte de ce que tu as fait il y a 5 ou 10 ans. Ça veut dire que tu as grandi quelque part, tu as évolué, tu as vieilli. Et tant mieux. Donc forcément, il y en a eu énormément. Nous, d'un point de vue perso, je dirais que notre ligne éditoriale a un peu évolué, forcément. Donc les photos qu'on a publiées ont évolué. Il y a une forme aussi de lassitude, c'est-à-dire que les codes Instagram, on en a fait, c'est sûr. Et puis on s'en lasse. Tout ce qui était publié en 2015 avec... c'était un peu la montée d'Instagram, surfiltré, les paysages, chapeau en feutre, bien... avec la perspective et tout ça, on en a vu des millions et donc du coup, il y a une forme de rejet qui se fait par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on décide de plus publier ça et de justement aller chercher des choses qui sortent. Et on est un peu constamment, en tant que média, on est toujours dans une recherche d'innovation ou de nouvelles choses, justement parce qu'on a un devoir de divertissement, je dirais, de surprise de l'audience, donc on va forcément toujours chercher des nouvelles choses, mais je dirais qu'il y a une vraie part d'inconscient. Ça se fait un peu toujours et on ne choisit pas vraiment la direction qu'on prend, on ne choisit pas de changer l'esthétique. On n'a jamais choisi de changer l'esthétique des Others, quoi. Mais ça se fait naturellement. Merci Damien, pas de questions. Alors Damien, je tenais à te remercier pour ce moment passé à tes côtés. Je remercie aussi Louis qui n'est pas là, mais qui nous a grandement aidés sur cette conférence. Et puis, bientôt, on se retrouve sur les réseaux pour un petit concours, mais là, il faudra forcément être attentif à l'un de nos comptes. Ça te met un peu la pression. Hein. Ouais, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on l'organise. Voilà. Ce sera Louis. Voilà, il avait qu'à être là-bas. Merci beaucoup, Damien. Merci à tous d'être là et on t'applaudit vraiment. Bravo pour ce projet.